Bonsoir à tous. À la une de ce journal, une tournure inquiétante sur le théâtre de la crise anglophone. Malgré le renforcement du dispositif sécuritaire, des villages entiers continuent d'être incendiés, des localités deviennent des localités fantômes, mais également de nombreuses plaintes des populations qui fuient vers le Nigeria. Vous le verrez dans ce journal à travers une série de reportages réalisés sur les braises ardentes de la crise anglophone et la réaction des géostratèges pour vous permettre ce soir de cerner les risques d'enlisement d'une guerre menée contre les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest. L'énorme potentiel touristique camerounais peine à être valorisé au Cameroun. C'est le constat que font des économistes entre les obstacles liés aux tracasseries administratives pour les opérateurs économiques qui évoluent dans l'hôtellerie et le manque de valorisation des sites touristiques. Un diagnostic est dressé dans ce journal, autopsie sans complaisance de la politique du tourisme et ses dysfonctionnements observés au Cameroun. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Parlons tout d'abord des sénatoriales 2018. Vous précisez que tous les recours ont été rejetés lors du contentieux électoral qui s'est tenu devant le Conseil constitutionnel. Le RDPC roule alors sur du velours en attendant les résultats officiels de ces sénatoriales. Le parti au pouvoir dit être assuré de rafler la majorité des sièges qui étaient en jeu durant le scrutin du 25 mars 2018. Des précisions avec Joël Essengue et Ike Cyril. 3 affaires étaient inscrites au rôle de l'audience du 3 avril 2018 du Conseil constitutionnel. D'abord, celle introduite par Ndjenje Valentine Klebet. Le représentant du SDF dans le département du Fako demandait l'annulation des élections sénatoriales dans le Lébialem, le Coupé Manengouba et l'ensemble de la région du sud-ouest pour cause d'insécurité, organisation de charters électoraux, menaces et séquestration de certains électeurs. La requête a été jugée irrecevable sur la forme pour cause de défaut de qualité du plaignant. Selon le droit positif, moi j'étais représentant de mon parti au niveau de la commission régionale de supervision. Selon le droit positif, j'étais habilité à le faire. Et puis je ne l'ai pas fait, je n'ai pas pris sur moi de le faire. J'ai eu des consultations et on m'a donné le feu vert de signer. Le Conseil affirme que pour être saisi, le plaignant doit être soit candidat, soit parti politique, soit agent du gouvernement. Bien qu'étant électeur, parce que conseiller municipal, Ndjenje Valentine Klebet ne remplissait aucune de ces 3 conditions. Mais le mandataire SDF croit savoir que sur le fond, il y avait bien des raisons d'annuler les élections sénatoriales dans la région du sud-ouest. Ce ne sont pas des faits que nous avons inventés d'ailleurs. Ces faits relèvent des procès verbaux. Parce que j'étais membre de la commission régionale de supervision des votes dans le sud-ouest. Nous avons eu ces faits dans les observations venant des procès verbaux issus des bureaux de vote. Nous n'avons rien inventé, c'était des faits avérés. La deuxième requête était introduite par Yumo Kupit Adamo, la tête de liste UDC, qui sollicitait l'annulation des élections dans la région de l'Ouest, accusait Elekam d'avoir fermé le bureau de vote B du lycée classique de Tchang, d'avoir procédé au décompte des voix et d'avoir annoncé les résultats à 12h33 pendant que le scrutin se poursuivait dans d'autres bureaux de vote jusqu'à 18h. Au RDPC, le candidat UDC reprochait la violation du secret de l'isoloir en exigeant à certains électeurs de ressortir avec les bulletins de vote des listes concurrentes. Mais faute de pouvoir le prouver matériellement, le recours a été reçu sur la forme, mais rejeté dans le fond. Vous avez compris comme nous qu'on devait normalement être déçus lorsqu'on nous oppose l'argument de la preuve sur des faits qui sont avérés et qui sont vécus par des citoyens, même les citoyens ordinaires qui n'ont pas besoin d'être initiés en politique pour comprendre. Le Conseil n'a pas jugé nécessaire
de se pencher sur la troisième affaire. Non seulement elle a été introduite hors délai, mais son auteur, Jean Delorme Bem, ne s'est pas présenté à l'audience. Au final, tous les recours ont été rejetés et les résultats issus des urnes confirmés au grand bonheur du RDPC. Je me réjouis de constater que le Conseil constitutionnel a dit le droit. Nous nous inclinons devant ce qui a été dit. Les élections se gagnent non plus au tribunal. Je crois que les élections se gagnent sur le terrain. Le contentieux pré- et post-élection sénatoriale, désormais vidé, on n'attend plus que la proclamation officielle des résultats par le Conseil constitutionnel. Vous l'avez suivi tout à l'heure avec cette crise anglophone et son climat d'insécurité qui ont affecté le bon déroulement des élections sénatoriales dans la région du Sud-Ouest. Dans cette région, la crise anglophone a pris une tournure inquiétante. Des villages entiers sont incendiés, des localités désertées par les populations qui craignent pour leur vie. Ces exactions seraient-elles l'œuvre des bandes armées qui revendiquent la sécession du Cameroun? Quelle est l'ambiance dans ces localités dans la région du Sud-Ouest? C'est un grand reportage réalisé par nos envoyés spéciaux Innocent Abega et Eric Martial Diomo. Nous sommes à Dikome-Bafort, dans l'arrondissement de Cogné, département de la Mémé, région du Sud-Ouest. Des maisons fraîchement incendiées brûlent à notre passage. Sur l'axe Manfé-Kumba, long de près de 157 km, plusieurs tronçons restent encore à bitumer. Le ciment s'envolera en fumée, alors que sur ces tronçons, les travaux avancent malgré le contexte de crise marqué par les tueries et les enlèvements d'ouvriers. Entre les localités de Bachou et Tento par exemple, la route est en attente de bitume. La forêt dense qu'elle traverse est présentée par certains comme le repère et le point de repli de ceux qu'on appelle ici les Amba Boys. La route tortueuse et peu praticable, et cette forêt sont pointées comme des atouts pour eux. À l'approche du village Mayemen, le véhicule est obligé de contourner par une vallée et l'on peut alors apprécier l'évolution des travaux. La localité de Ngouti et son viaduc sont une attraction touristique sur cette route.
Les travaux de la dite route se sont accélérés depuis plus d'1 an. Pour autant, la crise anglophone s'intensifie. La menace est permanente pour les voyageurs qui s'aventurent sur cette route, car il est rapporté qu'il est arrivé que des sécessionnistes interceptent un bus et contrôlent les passagers, ceci dans le but de débusquer les hommes en tenue pour les abattre. L'on dénombre entre Bamenda et Douala, en passant par Manfé et Kumba, une vingtaine de checkpoints systématiques de police et de gendarmerie, ce qui ralentit considérablement les voyageurs. Pour notre cas, retrouvant avec soulagement son air chaud et paisible. Prévu un voyage à haut risque pour nos envoyés spéciaux qui reviennent des régions anglophones, malgré le renforcement du dispositif sécuritaire. Des exactions se multiplient, des géostratèges y voient un redéploiement stratégique des groupes assaillants combattus dans les centres urbains, et ces géostratèges appellent le gouvernement à aller au-delà de la réponse militaire pour traiter des causes profondes de la crise anglophone. Des précisions dans ce reportage signé Ike Cyril. Combattus et battus par l'armée régulière dans les centres urbains, notamment Bamenda et Buea, les groupes sécessionnistes sont désormais repliés dans les campagnes où ils sèment la terreur. Conséquence, des villages entiers sont incendiés et les populations obligées de fuir pour échapper à la fureur des assaillants. Les assaillants se sont repliés dans les zones périphériques qui, de leur point de vue, pouvaient être mieux défendues. Traquer ces terroristes dans ces zones-là devient très difficile, vu le caractère de la localité sur le plan géographique, avec la mangrove, avec la forêt. Il est très difficile et on a bien vu que les enlèvements ont lieu dans ces localités-là. C'est une nouvelle étape dans la crise anglophone. Également ciblée, les bâtiments et services publics sont saccagés. Les autorités administratives, elles aussi, désertent, même si pour ce cas, des experts préfèrent parler de repli stratégique. Les autorités administratives ont le devoir, n'est-ce pas, de rester dans leur lieu de commandement pour marquer la présence permanente de l'État dans ces localités-là. Mais il peut arriver, par rapport à l'insuffisance des moyens ou des effectifs militaires ou en termes de gendarmerie sur le terrain, que l'autorité administrative soit obligée de retourner, n'est-ce pas, s'il s'agit d'un sous-préfet, de retourner au niveau du département en attendant un meilleur déploiement des unités militaires sur le terrain. La réponse militaire jusqu'ici proposée par l'État montre ses limites. Il est peut-être temps d'explorer la piste du dialogue. Évidemment, la réponse militaire ne suffit pas à ramener le calme dans cette localité. Je crois que la classe politique camerounaise s'entend sur la nécessité d'un dialogue politique, et c'est peut-être les contours, ce sont les contours de ce dialogue politique-là qui restent à définir. Alors, de mon point de vue, je pense qu'il faudrait un dialogue inclusif. Pas un dialogue seulement sur les revendications des élites anglophones ou bien des groupes sécessionnistes, mais il faut vraiment un dialogue national sur le vivre ensemble au Cameroun, sur l'identité même du Cameroun. On n'en finit plus de compter les victimes de la crise anglophone. La cote d'alerte est atteinte. À côté des populations, les agents de l'État sont aussi la cible des assaillants. Pour prolonger l'analyse sur l'aggravation de cette crise sociopolitique anglophone,
Je reçois sur ce plateau l'honorable député Jean-Michel Nitieux. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député SDF, président régional de ce parti pour la région du littoral. Votre réaction après ces deux reportages réalisés sur le théâtre de la crise anglophone et l'analyse d'un géostratège sur la situation qui prévaut dans cette partie du Cameroun? Ma réaction est celle de quelqu'un qui est extrêmement déçu. Déçu par l'entêtement et l'autisme du régime de Yaoundé, parce que dès le départ, le SDF avait demandé l'ouverture d'un dialogue. L'expert qui est passé dans votre reportage n'a pas dit le contraire, qu'il fallait, n'est-ce pas, un dialogue inclusif pour résoudre tous ces problèmes-là. Et nous avons l'impression que ce dialogue, même s'il a lieu, je me demande tout simplement s'il n'arrive pas un peu tard. Vous comprenez, parce que la situation, n'est-ce pas, a empiré sur le terrain. Votre reportage le montre à suffisance. Le pouvoir de Yaoundé a choisi, n'est-ce pas, l'option militaire qui a montré ses limites, parce que il est pratiquement impossible de gagner une guerre contre son peuple, ou en tout cas une partie de son peuple. Justement, à ce sujet, honorable député, il y a le nouveau ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, qui s'est rendu dans les principales villes des régions du nord-ouest et du sud-ouest pour prêcher l'évangile de la paix et amener les populations, les sensibiliser sur l'intérêt de préserver, bien sûr, un climat calme et apaisé dans ces régions anglophones. Que pensez-vous de la démarche menée par le ministre de l'administration territoriale? Mais c'est de la pure gesticulation. Vous savez, la nomination de ce monsieur a constitué en elle-même une provocation pour une bonne frange des populations de ces régions. Et pour quelle raison? Vous savez que ce monsieur a toujours prôné, n'est-ce pas, la solution radicale, a toujours prôné la fermeté. Et sa nomination montre tout simplement que les faucons ont eu le dessus en ce qui concerne la stratégie du pouvoir de Yaoundé. Donc, ce monsieur est complètement disqualifié pour prôner la paix, en tout cas pour amener ses frères de ces régions, n'est-ce pas, à de meilleurs sentiments. Ça, c'est évident. Comment définir les contours de ce dialogue que vous appelez de toutes vos forces depuis quelques années? Le contour de ce dialogue, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, comme le SDF l'a toujours prôné, c'est un dialogue inclusif qui prend en compte les revendications de nos frères anglophones, un dialogue, n'est-ce pas, qui va également appeler sur la table de dialogue les sécessionnistes. C'est extrêmement important, parce que on ne dialogue pas nécessairement avec ceux qui ont le même point de vue. On dialogue bien entendu avec ceux qui ont des points de vue extrêmes, comme ceux qui prônent la sécession. Et je crois que c'est à travers ce genre de dialogue qu'on pourra, je l'espère, sortir de cette crise. Parce que, comme je le dis, j'espère qu'il n'est pas encore tard, même pour faire ce dialogue. Parce que, et si de toute façon, M. Biya lui-même n'est pas disqualifié, parce qu'il faut dire qu'il est responsable de tout ce qui s'est passé, si la solution, n'est-ce pas, de ce problème ne passe pas éventuellement par le départ de M. Biya, parce qu'il est disqualifié pour ramener la paix dans cette partie de notre pays. Il faut préciser que vous avez initié il y a quelques mois une marche pour soutenir
les populations des régions anglophones, une marche qui avait été interdite, ce qui est également le cas pour un autre parti de l'opposition, le parti Univers de Prosper Nkumvondo et le mouvement 11 millions de citoyens freinés dans leur élan de booster les inscriptions sur les listes électorales dans la localité de Ntui, située dans le département du Mbamekim. Une telle opération a été interdite. Officiellement, les autorités invoquent l'illégalité de l'alliance entre cette formation politique et l'organisation de la société civile conduite par Cabral Libi. Des précisions avec Guy Zogo dans ce reportage. La descente sur le terrain du parti Univers et du mouvement 11 millions de citoyens en Tui a tourné court. Alors que la formation politique du professeur Nkumvondo et son allié entendaient organiser une campagne de sensibilisation pour les inscriptions sur les listes électorales dans le chef-lieu du département du Mbamekim, les autorités administratives leur ont opposé un non catégorique. Notre descente ici a été ponctuée par une interdiction du sous-préfet de Tui au motif que la demande de manifestation publique avait été introduite 6 jours francs et non pas 7 jours francs comme le dit la loi. Mais il y avait un autre motif portant sur l'illégalité de la fusion entre le parti Univers et le mouvement 11 millions de citoyens. Et même lorsque, acceptant l'argument des autorités administratives de s'opposer à tout regroupement dans la ville, l'ECAM a consenti à aménager un point pour les inscriptions sur les listes électorales à l'initiative du parti Univers et de 11 millions de citoyens, rien n'y a fait, le nom est resté démise. Mais l'ECAM reste optimiste. Monsieur Cabral Libi, nous l'avons reçu effectivement. Nous avons besoin des hommes et des organisations qui peuvent nous aider à relever le chiffre des inscrits en même temps que celui des cartes distribuées aux électeurs déjà inscrits. Donc une action comme la sienne nous intéresse et nous sommes prêts à travailler avec lui. Pour leur part, les sympathisants et partisans du mouvement 11 millions de citoyens et du parti Univers restent enthousiastes et déterminés. C'est un rêve qui est devenu réalité. C'est notre espoir. Et puis nous sommes satisfaits. Malgré tout ce qu'il y a eu qui tourne autour, n'est-ce pas, de son arrivée et qui nous a pas permis de réaliser certaines articulations qui étaient au programme. Au départ, on ne croyait pas, on ne savait pas qu'on pouvait palper son arrivée ici. Mais là, c'est vraiment réel et il y a plein de joie. Beaucoup de gens l'attendent. Malgré le fait que nous n'ayons pas pu réaliser certaines activités prévues par rapport à son arrivée. Toutefois, les échanges ont continué entre le parti Univers, 11 millions de citoyens, et les autorités administratives de Ntui, dont le préfet et le sous-préfet. Tout porte à croire, aux dernières nouvelles, que les autorités administratives entendent se résoudre à lever l'interdiction qui a frappé cette campagne de sensibilisation. Le parti Univers et 11 millions de citoyens envisagent déjà une nouvelle descente sur le terrain en Tui dans les prochains jours. Une campagne d'inscription sur les listes électorales interdite en Tui. Honorable député Joshua aussi, vous êtes vous aussi habitué à ces interdictions de manifestations politiques du SDF. Comment vous réagissez sur ce cas qui concerne simplement des inscriptions sur les listes électorales et que l'autorité administrative estime qu'il faudrait interdire une telle opération? On ne comprendra jamais ces fébrilités de la part de l'autorité administrative je veux dire, la règle est l'interdiction et l'exception, si vous voulez, l'autorisation de quelque manifestation que ce soit. Je crois tout simplement que les autorités administratives qui voient le danger partout pensent à travers la moindre démarche citoyenne que le pouvoir de leur champion est en danger. Je pense que c'est pourquoi il y a tous ces fébrilités, on observe cette fébrilité-là. Bien sûr, vous parlez de fébrilité, Jean-Michel Mithieu, honorable député SDF.
Est-ce que, également, en cette période électorale, le SDF est toujours confronté à ces difficultés-là? Oui, mais bien sûr, vous savez, c'est extrêmement difficile d'organiser un meeting pour mobiliser les populations en vue, n'est-ce pas, de les sensibiliser sur la nécessité de s'inscrire sur les listes. Vous avez vu. Mais je crois que les Camerounais, de manière générale, se mobilisent depuis que, par exemple, nous avons désigné notre candidat à l'élection présidentielle. Les Camerounais se mobilisent. Nous avons observé un engouement extrêmement important sur le terrain. Et quelles que soient les actions que l'autorité administrative va faire pour entraver, n'est-ce pas, cet engouement, je pense que les Camerounais sont suffisamment motivés, sont suffisamment, si vous voulez, déterminés à faire en sorte que cette année 2018 soit l'année du véritable changement que nous attendons de tout, que nous espérons de tous nos voeux. Une année électorale 2018 où l'une des questions centrales qui pourrait s'inscrire durant le débat de la campagne présidentielle, c'est l'accès à l'eau potable au Cameroun, où sont passés ces fameux projets d'adduction en eau potable dans le département des Bamboutos, sur une trentaine de forages prévus dans le budget d'investissement public. Aucun n'a été réalisé depuis 3 ans dans ce département, selon les populations, entre les défauts d'expertise hydraulique et des soupçons de détournement des fonds publics. L'eau potable se fait rare et le quotidien des populations en est terriblement affecté. C'est le constat que font nos reporters Raphaël Tcheko, Dalaskana et Jean-Paul Chouniat. À Bouda, dans les Bamboutos, l'eau potable est presque devenue une denrée rare. À ce manque d'eau dans la ville de Bouda, même les puits peinent à résorber le déficit quand ils ne s'assèchent pas eux aussi. Les Bamboutos, pourtant deuxième château d'eau du Cameroun, la délégation départementale de l'eau et l'énergie tente d'expliquer la pénurie. Nous avons pour la ville de Bouda une adduction d'eau gravitaire qui prend, n'est-ce pas, son ravitaillement de Balatier, une rivière de Balatier, qui malheureusement en saison sèche le débit diminue au point même où on peut dire que la rivière s'assèche. Nous avons donc ce problème aggravé par le stress hydrique. Le délégué Yanini Salifoué formel, le ministère de l'eau et l'énergie, tient ce dossier sur la table. La population de Bouda devra donc mourir de soif en attendant que le nouveau ministre Gaston Elundu Essomba feuillette d'abord les grands projets d'eau et d'électricité laissés par son prédécesseur. Au budget d'investissement public depuis 3 ans, les Bamboutos ont bénéficié d'une trentaine de forages. Pas un seul sorti de terre de 2014 à 2017. Et pour cause, apprend-on, le défaut d'expertise en construction de forages.
Dans le reste de l'actualité, ils sont seulement 474 candidats admis au grand tableau de l'Ordre des avocats du Cameroun. C'est ce qui ressort des résultats de l'examen de fin de stage d'avocats. Sur près de 1400 aspirants, près de 70% des candidats ont été recalés. Un taux d'échec élevé qui suscite des grincements de dents chez les avocats. Des précisions avec Mitterrand Dame et Kate Diarra. Ce sont des avocats courroucés qui se sont rendus dans leur cabinet ce matin après la publication par le ministère de la Justice des résultats de l'examen de fin de stage d'avocats. En effet, sur 1350 avocats stagiaires qui se sont présentés à cet examen, seuls 474 ont pu le passer, soit un taux d'échec mémorable qui s'en va frôler les 70%, ce que de nombreux avocats qualifient d'inadmissible. Même si le sujet choque et que la pilule a du mal à passer, beaucoup vont refuser de s'exprimer face à nos caméras, et ce malgré nos multiples tentatives. Alors changeant de stratégie, on a cherché à comprendre les causes de cet échec massif. Et pour Maître Fidèle Djoumbissi, les responsabilités sont partagées. Il y a d'un côté les stagiaires qui n'ont pas été à la hauteur des épreuves, et de l'autre... Le nombre d'avocats stagiaires à former cette fois-ci était très important par rapport aux années antérieures. On avait plus de 1400 stagiaires à former. Je pense que ça a été un obstacle, une difficulté pour le Conseil de l'Ordre de bien organiser leur formation. Rajoutez à cela la forte paupérisation du métier qui peut confronter beaucoup d'avocats formateurs à des difficultés d'ordre matériel. Mais pour ceux qui n'ont pas été reçus, il existe une possibilité de passer 2 fois encore cet examen, surtout s'ils en étaient à leur première tentative, comme le prévoit le décret de 1995 portant organisation de cet examen. Normalement, tel que la loi prévoit, on devrait organiser un autre examen à leur intention l'année prochaine pour permettre qu'ils puissent se rattraper. Mais au regard de ces dernières années, avec d'autres examens, nous avons observé que ceux qui n'avaient pas réussi à l'examen ont encore continué le stage pour plusieurs années avant de voir l'Ordre et le ministère de la Justice organiser l'examen. Pour mémoire, l'examen de fin de stage est composé de 5 épreuves, dont une orale et 4 écrites, parmi lesquelles la rédaction d'actes de procédure, la consultation juridique, le commentaire de jugement ou d'arrêt. Pour le passer, il faut avoir une moyenne supérieure ou égale à 12. Lorsque le jury statue, tous les candidats qui ont la moyenne de 12 suivants sont reçus. Il n'y a pas un nombre déterminé à l'avance comme dans les concours administratifs. Restons dans les couloirs de la justice où une opération de lutte contre les détournements de deniers publics suscite la controverse avec l'arrestation de l'ex-ministre de l'Eau, des anciens secrétaires d'État, des professeurs agrégés, anciens recteurs d'université soupçonnés d'être impliqués dans des affaires de détournement de deniers publics. Sous ce plateau, avec nous, l'honorable député Jean-Michel Nitieux du SDF. Vous avez commis une tribune dans les colonnes de la Nouvelle Expression en début de semaine dernière pour évoquer une purge politique à travers cette opération d'assainissement dans la fonction publique concernant la lutte contre le détournement de deniers publics. Pourquoi vous estimez que l'arrestation de ces personnalités soupçonnées d'être impliquées dans le détournement de deniers publics est une purge politique? Oui, il faut dire que M. Biya nous a habitués à ces arrestations spectaculaires qui tombent comme par hasard toujours à la veille de grandes échéances électorales. Et deuxièmement, nous observons que c'est des arrestations un peu à tête chercheuse, parce que si on parle de lutte contre la corruption, de lutte si vous voulez, de la volonté d'assainissement des mœurs, je crois que il faudrait être un peu plus sérieux, n'est-ce pas, dans cette opération-là. J'ai le sentiment que
c'est une opération de diversion. Sur quels éléments vous appuyez pour estimer que c'est une opération de distraction alors que le gouvernement estime qu'il est engagé dans une lutte contre le détournement des deniers publics? Non, moi je pense que déjà le pouvoir en place, M. Biya, pour parler du principal responsable, il n'est pas sérieux, n'est-ce pas, dans ses démarches, parce que il lui suffisait par exemple de signer le décret d'application de l'article 66. Il ne l'a pas fait, et j'ajoute que M. Biya, de mon point de vue, est disqualifié d'ailleurs pour mener à bien cette lutte, parce que il a été lui-même cité, son nom a été cité dans plusieurs cas de corruption, de détournement, dans plusieurs scandales financiers, dès son association à la magistrature suprême, dès 1983. Des journaux sérieux, des journaux français faisaient état d'acquisition de biens mobiliers, par exemple sur l'avenue Foch, qui est l'avenue la plus où le mètre carré coûte le plus cher en France. Mais aucun procès n'a été intenté contre le président de la République du Cameroun jusqu'ici. Il a fait l'objet d'une condamnation. Jusqu'ici, on a vu ces actions qui ont été dénoncées dans la presse, mais qui n'ont jamais prospéré dans le cadre d'une enquête judiciaire. Mais aujourd'hui, ce sont des personnalités qui ont été au sein du gouvernement, d'autres qui ont été à la tête des institutions universitaires et autres institutions publiques qui se retrouvent soupçonnées d'avoir détourné des fonds publics, qui sont placés sous mandat de dépôt à la prison centrale de Yaoundé. Quelle image ça renvoie pour le Cameroun? Ça renvoie une image d'une république bananière où il y a pratiquement une trentaine de ministres ou d'anciens ministres en prison. J'observe tout simplement, et je voudrais revenir sur M. Biya, pour dire que M. Biya est le responsable de ces situations. J'insiste là-dessus parce que, vous voyez, si je vous demande quel est le salaire du président de la République, vous ne pouvez pas me donner une réponse, disons, précise, moi non plus, parce qu'il a érigé l'opacité en méthode de gouvernement. Mais le président de la République a également mis sur pied la CONAC pour lutter contre la corruption. Il a mis sur pied la NIF et la création d'un tribunal criminel spécial. Est-ce que ces organismes n'ont pas contribué à atténuer bien sûr le taux élevé des détournements de deniers publics? Que ce soit la NIF, la CONAC, toutes ces institutions dépendent du président de la République. Et ce qui est anormal. Nous sommes dans un État qui ressemble à une monarchie totalitaire où c'est le chef de l'État qui décide qui est-ce qu'il faut envoyer en prison, qui décide quand est-ce qu'il faut déclencher une enquête, qui décide s'il faut arrêter un tel ou un tel, qui décide si malgré les présomptions, n'est-ce pas, de culpabilité qui pèsent sur certaines, qui décident si ces personnes doivent rester en liberté ou pas. Donc, tout ça, ça montre le côté un peu sulfureux, n'est-ce pas, de cette opération. Moi, je pense qu'en réalité, c'est une opération d'épuration politique. J'ai l'impression que à travers cette opération, M. Biya sanctionne ces créatures qui, à un moment donné, prennent
beaucoup de liberté et éventuellement menace son pouvoir, puisqu'il y a certaines qui restent en liberté, bien que étant connues de notoriété publique comme des gens qui ont attenté aux caisses de l'État. Donc ça montre tout simplement qu'il n'y a pas du sérieux dans cette opération et qu'en tout état de cause, M. Biya devrait prêcher par l'exemple. Hein, parce que devrait-il faire en ce moment où le Cameroun est en pleine crise économique? Il devrait, pour commencer, n'est-ce pas, signer, n'est-ce pas, le décret d'application de l'article 66, déclarer lui-même ses biens. Parce que, vous vous souvenez, il y a un ministre de la République qui est passé par la case prison, qui a dit dès 1997 que le président de la République était l'homme le plus riche du Cameroun. Monsieur Biya, qui est issu d'une famille modeste, n'a pas hérité d'une fortune, n'a pas eu un héritage important, d'où lui viennent ses fortunes. Même les 50 ans qu'il a mis comme au commis de l'État et par la suite président de la République ne peut se justifier, n'est-ce pas, un tel niveau d'enrichissement. Donc moi je pense que abandonner cette opération d'assainissement au sein de l'administration publique. Je pense que M. Biya est disqualifié pour le faire et la meilleure chose à faire c'est d'admettre qu'il a échoué et d'admettre qu'il a échoué et de démissionner ou en tout cas de ne pas se présenter à la prochaine élection présidentielle parce que je vous assure, et les Camerounais le savent, M. Biya ne mènera jamais à bien cette lutte contre la corruption puisqu'il en fait partie. Merci, honorable député Jean-Michel Mithieu, président régional du SDF pour le littoral, pour avoir accepté notre invitation. Parlons à présent du tourisme au Cameroun, au moment où le Conseil national du tourisme a tenu une de ses sessions ce jour à Yaoundé. Le potentiel touristique camerounais peine à être valorisé. C'est du moins ce que déplorent des économistes entre les tracasseries administratives pour la filière hôtelière, des sites qui ne sont pas du tout aménagés, le manque de marketing pour la destination Cameroun, un diagnostic sans complaisance des défaillances de la politique du tourisme au Cameroun. C'est dans ce reportage que signe Gladys Sidier. Le patrimoine et le tourisme sont des facteurs avérés de développement. Leur bonne exploitation peut contribuer à l'amélioration des conditions d'existence des populations locales. Pourtant, le Cameroun, considéré comme l'Afrique en miniature, peine à développer son secteur touristique. Le pays regorge de plusieurs sites touristiques mondialement reconnus, qui sont toutefois sous-exploités, selon des économistes. Le Cameroun est l'un des rares pays, peut-être le seul pays, qui dispose d'un potentiel touristique énorme, 400 km de côte. C'est dommage que jusqu'ici on ne l'ait pas développé ce secteur, parce que le potentiel est immense, incomparable par rapport à d'autres pays. Malheureusement, ça craint à décoller. Le ministère du Tourisme et des Loisirs, malgré la volonté de faire de ce secteur une source de revenus certaine, se trouve buté à plusieurs difficultés. D'abord, le budget alloué à ce ministère jugé insuffisant, et à côté de cela, d'autres problèmes, surtout liés aux habitudes locales, freinent le tourisme camerounais. C'est infiniment faible le budget qui est alloué chaque année au ministère du Tourisme. On ne perçoit pas le tourisme comme un gisement et un levier de croissance important au Cameroun. C'est dommage. Il y a des handicaps. Pour que la chaîne touristique marche, il faut que le ministère des Affaires extérieures soit disposé à délivrer des visas dans des conditions favorables. Il faut que l'administration territoriale ne dérange pas les touristes. Il faut que les populations ne braquent pas ces touristes. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui doivent être faites parce que le tourisme doit s'organiser au niveau des entreprises, au niveau de l'État, mais également au niveau des populations.
Le gouvernement camerounais gagnerait à calquer le modèle implémenté dans plusieurs pays africains qui ont fait de la promotion du tourisme un véritable moteur de développement. Et pour y arriver, la politique touristique doit être repensée. L'Égypte se finance essentiellement par le tourisme. Même chose pour le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, le Kenya. Aujourd'hui, le Rwanda est entré dans la même dynamique. L'Afrique du Sud, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, même les pays intérieurs comme le Burkina se financent essentiellement par le tourisme aujourd'hui. Ça rapporte au Kenya à peu près 40% des recettes budgétaires. C'est beaucoup. Or, le Cameroun a un potentiel 10 fois plus développé que celui du Kenya, celui de l'Égypte, celui du Rwanda. Le Cameroun peine à franchir le cap de 500 000 touristes par an. C'est dommage. Le tourisme constitue une source de revenus pour le Cameroun. Cependant, il rencontre de nombreux problèmes que le gouvernement cherche encore à résoudre. Autre problématique pour le gouvernement, comment améliorer la production du café au Cameroun, mais aussi dans le reste des pays africains. Cette problématique est au centre d'une réflexion menée dans le cadre de l'Assemblée générale de l'Association des producteurs de café Robusta en Afrique et Madagascar. Ces échanges entre professionnels sont l'une des articulations du Festi Café édition 2018 qui a démarré à Yaoundé. Reportage. Lorsqu'une star mondiale de la chanson s'offre le plaisir de déguster le café made in Cameroun, voici ce que ça donne. Je viens de voir au moins toutes les régions du Cameroun, du nord du Cameroun au sud, en passant par l'est et à l'ouest, des productions de Robusta, d'Arabica, de grandes saveurs, de grandes teneurs en café. Un seul mot à dire, Saline Yolo est derrière le café du Cameroun et je viens de déguster, c'était un régal. D'ailleurs, je n'ai rien d'autre à vous dire, regardez, ça se passe de publicité. Saline Yolo vante le Made in Cameroun, alors que la réflexion est ouverte sur les voies et moyens d'accroître la production, tout en garantissant un meilleur revenu aux producteurs du café. Parce que le producteur, qu'est-ce qu'il recherche? D'abord d'avoir un produit de qualité, mais avec un accompagnement, un appui assez solide, donc pour les encourager à continuer à produire. Ça c'est l'essentiel justement, et tout est fait parce que nous avons la recherche qui se fait à la carte. Donc une recherche selon les besoins réels du terrain. L'une des pistes à explorer serait portée vers la recherche afin d'améliorer ce qui est déjà fait et ainsi booster la production nationale de café. C'est qu'on trouve du nouveau matériel avec des nouveaux itinéraires culturels qui soient adaptés aux demandes des agriculteurs. Et c'est ce qu'on est en train de faire à travers plusieurs projets. Des projets de recherche un petit peu fondamentaux, des projets plus appliqués qu'on fait avec l'IRAD, donc la recherche agronomique du Cameroun, avec le CICC, de façon à essayer tous ensemble de développer des nouvelles voies de cultiver le café ici au Cameroun, en augmentant le revenu des agriculteurs, de façon à ce que les agriculteurs puissent avoir un revenu décent. La 6e Assemblée générale de l'Association des cafés Robusta d'Afrique et de Madagascar a donc jeté les bases d'une reprise en main de la filière café, au grand bonheur des producteurs qui ne demandent pas mieux. Il est vrai que la culture du café a connu beaucoup de difficultés, déjà liées à la crise qui a sévi le secteur. Mais les solutions sont en train progressivement d'être mises sur pied avec la distribution des engrais, avec les boutures et bien d'autres projets, surtout le projet New Generation Café qui est en train de vouloir relancer la caféculture au Cameroun en général. But when we focus on the vision of Mr. Maledi, who is the Executive Secretary of CCIC, and we buy only 30% of what he is serving for the producers, la présidente du collège des producteurs va également dans le sens de l'encouragement des efforts faits jusqu'ici et des mesures envisagées pour relever la filière café. So all what I'm crying now to the producers is that they should focus their attention to make sure that this vision is attained.
Des réflexions qui se sont poursuivies lors de l'audience accordée par le ministre du Commerce à la délégation de la CRAM et des experts venus de divers horizons dans le cadre de la 6e édition de Festi Café, la grande messe annuelle des acteurs de cette filière porteuse. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne soirée sur Equinox Télévision.